Merci Christian. Citoyennes, citoyens, amis et camarades, la paix, la question sociale, la République, le combat anticlérical et le refus des dogmes religieux sont depuis toujours au cœur du combat de la libre pensée. Oui, la libre pensée, organisation philosophique et d'action sociale, a depuis 1904 en particulier fondé sur son action sur ses principes auxquels elle n'a pas dérogé depuis. Ce sont ceux portés par le Congrès de Rome, ce sont ceux portés par Ferdinand Buisson à Rome, Ferdinand Buisson, protestant libéral, au milieu d'une assemblée de délégués athées et agnostiques en général. Lorsque nous avons décidé de favoriser l'initiative qui a lieu aujourd'hui, nous ne pouvions certes prévoir les dramatiques attentats de janvier. Mais après les attentats, et compte tenu de l'utilisation que d'aucuns en font, nous devons plus que jamais rétablir les choses. Un système où les clercs, fussent-ils unis dans un dialogue interreligieux, serait chargé de réguler la vie sociale, cela s'appelle le cléricalisme. Un système où les entreprises seraient chargées d'appliquer la laïcité, cela s'appelle le corporatisme. Un système où l'on parle d'identifier et de traiter, par exemple, les jeunes qui n'ont pas respecté une minute de silence, cela s'appelle un système de guerre civile. Qu'est-ce que la laïcité de l'État ? Revenons à nos principes. Ce que je viens d'énoncer sur les principes de la libre pensée est tiré de deux motions votées à l'unanimité au Congrès international de Rome de la libre pensée en 1904. Introduction au débat de 1905. Ce sont les motions et discussions du Congrès de Rome de 1904 qui ont donné tout le contenu du débat préparatoire à la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État. Et qu'on ne nous dise pas que c'était là un débat franco-français. Une grande partie des délégués, c'était à Rome, étaient italiens, l'organisateur était belge, et tous les débats furent internationaux. Il y fut même question de l'islam, et ces discussions ont eu des conséquences, et en ont encore dans toute l'Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient. De nombreux responsables politiques veulent aujourd'hui incriminer l'école qui n'aurait pas été capable de transmettre les valeurs de la République. Et cela commence par oublier que la laïcité institutionnelle, ce sont des principes et une organisation politique. Mettre l'entonnoir de gavage dans la gorge des élèves, ce serait la catastrophe assurée. On a entendu souvent des choses effrayantes, sanctionner les attitudes antirépublicaines. Souvenons-nous plutôt des mots de Condorcet. Je cite, « La puissance publique ne peut pas établir un corps de doctrine qui doit être enseigné exclusivement. La puissance publique peut d'autant moins donner ses opinions pour base de l'instruction qu'on ne peut la regarder comme au niveau des Lumières du siècle où elle s'exerce. » Il écrivait encore que la Constitution, entendue alors comme l'ensemble des lois qui régissent l'organisation des pouvoirs publics, devait certes être enseignée pour fixer les droits et obligations des uns et des autres, mais poursuivait-il, si on entend qu'il faut l'enseigner comme une doctrine conforme aux principes de la raison universelle ou exciter en sa faveur un aveugle enthousiasme qui rende les citoyens incapables de la juger, si on leur dit « voilà ce que vous devez adorer et croire », alors c'est une espèce de religion politique que l'on veut créer. C'est une chaîne que l'on prépare aux esprits et on viole la liberté dans ses droits les plus sacrés sous prétexte d'apprendre à la chérir. Il est proprement ahurissant, après avoir entendu ceci, d'entendre le président de l'Assemblée nationale parler de religion de la République, insultant Condorcet et transformant ainsi en blasphématrice la reine d'Angleterre ou le roi des Belges, permettant surtout les dérives, et on en a vu et entendu quelques-unes ces dernières semaines. La laïcité est un principe d'organisation politique qui trouve son origine dans le mouvement de la Révolution française, qui sur ce terrain doit lui-même beaucoup à la Révolution américaine. Le professeur Émile Poula avait parfaitement raison de faire observer
dans le dernier livre qui a été publié sous son nom, que la première apparition du substantif laïcité dans un texte de loi date du 15 mars 2005, même si l'adjectif, dans son acception moderne, date de la fin du XIXe siècle. C'est donc précisément au moment où M. Jean-Pierre Machelon présentait un rapport proposant de toiletter la loi du 9 décembre 1905 et un an après la loi sur le foulard islamique que l'on commence à agiter le substantif. Est-ce encore un complot? Certes non, mais c'est une expression du fait qu'on est alors en train de commencer à charger le terme laïcité d'un autre contenu que celui qu'anticipait tant Condorcet que Thomas Jefferson et qui fut traduit dans le premier amendement de la Constitution américaine en 1791. Je vous le lis. Le Congrès ne fera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice, ou pour limiter la durée d'expression de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser à l'État des pétitions pour obtenir réparation des torts subis. Je vous laisse méditer ce premier amendement le lendemain de l'annonce d'un certain nombre de mesures du gouvernement. La portée du premier amendement a certes été battue en brèche aux États-Unis, surtout depuis les années du maccarthisme, mais c'est encore cela qui permet qu'il n'y ait pas de loi Debré aux États-Unis d'Amérique. C'est sans doute cette référence au mur de séparation entre les religions et l'État qui a influencé le titre même de la loi du 9 décembre 1905, car le professeur Poula faisait encore observer dans ce même ouvrage que c'est le seul moment où le terme séparation intervient. Il veut ainsi signifier, ce qui fait partie de son raisonnement politique, que la loi de 1905 ne couvre pas. Il y a de la place devant, là, si vous voulez. Jean-Paul, il y a de la place devant. Qu'il ne couvre pas tout le champ possible, puisqu'elle ne concerne en réalité que deux aspects, la suppression du budget des cultes et l'administration des cultes. Or, que peut-on nous servir aujourd'hui? Eh bien, nous voyons tout bonnement surgir l'idée d'un rétablissement d'un budget des cultes et corrélativement et surtout d'une organisation des cultes par l'État. Car quand les clercs sont chargés de réguler la vie sociale, l'État s'occupe nécessairement d'encadrer et financer les clercs. Il n'a pas fallu longtemps après les assassinats de janvier pour que le débat ressurgisse en Moselle, département concordataire. Le préfet a mis en avant un comité interreligieux comprenant les principaux cultes répertoriés, incluant l'islam, qui serait investi de nouvelles missions dans les domaines de l'éducation, de la paix civile, des prisons, et serait donc rétribué pour cela. L'organisation des cultes par l'État a déjà existé dans le passé. Elle existe encore dans 3 départements de l'Est de la France. Rappelons ici le préambule du Concordat de 1801. Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des Français. Sa sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République. Fin de citation. Je prétends qu'avec les propositions de messieurs Carvounas, député du Parti socialiste, et Apparu, député UMP, qui passent par une mise en sommeil de la loi de 1905 sous sa forme actuelle, on n'en est pas très loin. C'est ce qui permet de convoquer les gendarmes à la messe de la Sainte-Geneviève et à la sous-préfète d'y assister. Où est la liberté de conscience de ces gendarmes? C'est ce qui permet, la République étant désormais décentralisée à des élus locaux, de convoquer des imams et des prêtres pour organiser de petits concordats locaux, illégaux, mais qui vont bien dans l'air du temps. D'ailleurs, les gendarmes viennent unanimement à la messe de la Sainte-Geneviève, et les salariés du groupe Paprec approuvent à l'unanimité l'extension du règlement intérieur de leurs entreprises qui permet de sanctionner toutes celles et tous ceux qui conviendraient à la disposition suivante que je vais vous lire, tirée du règlement intérieur applicable à toutes les entreprises du groupe Paprec. Je le lis. La laïcité en entreprise
implique que les collaborateurs ont un devoir de neutralité. Ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leur travail. Dommage qu'il n'y ait plus de prêtres ouvriers, il serait interdit. De même que la jeunesse ouvrière chrétienne, cette pépinière de ministres de la Ve République. Vous l'aurez compris, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Lorsque le Premier ministre assiste à des canonisations au Vatican sans que personne ne lui ait rien demandé, on sait que ce n'est sûrement pas la religion catholique, apostolique et romaine dont il fait une profession très particulière. Pour reprendre les termes du Concordat, ce n'est donc pas cette religion-là qui est visée, mais l'islam. Cette assertion du règlement intérieur de Paprec est doublement contraire au droit. Elle fait du règlement intérieur une catégorie quasi contractuelle, alors que d'une part l'employeur est supposé y engager seul son autorité sous le contrôle de la loi et des principes généraux du droit, et d'autre part elle limite de façon exorbitante la liberté individuelle du salarié, ce qui n'empêche pas le même PDG de Paprec de parler à la télévision une télévision organisée par la hiérarchie catholique. Mais cela a un sens. L'entreprise intégrée au système politique, cela a existé dans des régimes dont les susnommés ne se réclament pas. Et c'est sans doute cela qui fait hésiter Madame Parisot, présente au colloque où ces propos ont été tenus, et on se demande un peu pourquoi d'ailleurs en matière de laïcité, je ne savais pas qu'elle avait cette expertise, mais en tout cas c'est une fine mouche parce que sollicitée pour se prononcer là-dessus, elle ne l'a pas fait. Quel sens est-ce que cela a? Je vais vous faire une autre citation. La communauté professionnelle est d'abord diffuse et inconsciente. La définir comme une institution, c'est précisément lui donner un corps. Cette citation est tirée de l'encyclique de Pie XI, Quadragesimo Anno, publiée en 1931, à l'heure où, du Portugal à l'Italie, en passant par l'Autriche, cette conception était particulièrement en vogue. En France aussi, d'ailleurs, l'ancêtre du MEDEF se félicitait en 1936 du, citation, « rayonnement qu'elle a su créer autour d'idées forces, comme la moralisation de la production et des échanges, la réforme de l'État, le corporatisme d'évolution. » Ce à quoi Philippe Pétain répondra dans son discours du 11 juillet 1940 « Nous supprimerons les dissensions dans la cité, nous ne les admettrons pas à l'intérieur des usines et des fermes. » Admettre qu'il y ait des dissensions dans la cité, c'est l'essence même de la démocratie. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la liberté. La liberté de défendre des intérêts particuliers et, oui, contradictoires entre eux. La libre pensée, voilà pourquoi la libre pensée défend la loi de 1905. Oui, la libre pensée défend l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905. Je vous le relis. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules responsabilités édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Ce bref énoncé est riche et important. On peut en dire ceci, et je vais le développer en 8 points. Premièrement, il intéresse la République comme forme d'organisation de l'État. Deuxièmement, il donne des assurances qui doivent se traduire par une organisation. Troisièmement, il se réfère implicitement à l'article 10 de la Déclaration du 26 août 1789, énonçant ainsi sa filiation. Quatrièmement, il considère le libre exercice des cultes comme une conséquence de la liberté de conscience, à l'inverse des textes internationaux qui font le contraire en parlant de liberté de religion et de conviction. Cinquièmement, il définit les cultes par un critère objectif, leur exercice, et non pas par un examen de leur contenu dogmatique qui ne le concerne pas. Sixièmement, il ne définit donc pas les religions concernées, ni les sectes. Septièmement, il admet que les restrictions puissent exister, mais les limite immédiatement. Huitièmement, ce ne sont pas les limitations à l'ordre public en général qui sont visées. L'ordre public est une notion plastique, mais celles qui sont limitativement énumérées dans la loi de 1905 elle-même. Citoyennes, citoyens, chers amis, certains prétendent que la libre pensée ne défend que l'article 2 de la loi de 1905. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Mais les articles 1 et 2 de la loi de 1905
sont indissociables. Et nous avons, à partir de cet article 1, de nombreuses observations à adresser au gouvernement français, aujourd'hui plus que jamais. Messieurs Berger, Gattaz, Valls, etc., parlent d'accords dérogatoires dans l'entreprise privée et l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État de dérogations fondées sur l'intérêt local. Mais c'est bien de la même chose dont il s'agit. Ceux qui ont entrepris de demander au Parlement de légiférer en ce sens, prenant prétexte d'affaires qu'ils ont eux-mêmes créées, comme dans l'affaire de la crèche Babylou, se rendent-ils vraiment compte ? La liberté de conscience aurait désormais des contours variables selon les entreprises, les régions et les territoires. Évidemment, l'application de l'article 2 de la loi de 1905 devrait ensuite avoir le même sort. Mais dans la pratique, que cela signifierait-il ? Que le concordat improprement dit d'Alsace-Moselle retrouverait ici ou là une nouvelle légitimité, quitte à ce que l'on réexamine la question du délit de blasphème. Un mot à ce sujet, il est parfaitement inopérant sur le plan juridique de revendiquer le droit au blasphème, le blasphème étant une notion théologique. Abroger le délit de blasphème, ôter toute caractérisation pénale, c'est autre chose. Mais aussi refuser tout ce qui tendrait à le remplacer, comme les formules proposées dans les instances internationales, par exemple par l'organisation de la conférence islamique ou par le Saint-Siège, quand le pape dit, après les attentats, celui qui insulte la mère de quelqu'un doit s'attendre à recevoir un coup de poing dans la figure, que fait-il ? Le dénommé Bergoglio, qui n'a pas 8 ans, n'a pas pour autant été convoqué au commissariat. La reconnaissance des cultes serait ainsi localement assurée ou localement prohibée en fonction du territoire ou de la nature des activités proposées. Et comme il paraît difficile de faire dire durablement à un texte le contraire de ce qu'il énonce, les plus conséquents proposent maintenant un moratoire sur l'application de la loi de 1905. Autrement dit, on supprime la loi de 1905 et on en reparle éventuellement après la guerre. Sauf que de telles mesures auraient immanquablement comme conséquence une atmosphère d'affrontement permanent et sur ce fond d'affrontement de mesures autoritaires. Dès lors, chacun étant défini par sa religion réelle ou supposée, il appartiendra de choisir son camp pour se protéger. L'Association internationale de la libre pensée et l'Association libanaise pour la philosophie du droit ont organisé ensemble un colloque à Beyrouth en avril 2012. Les citoyens les plus éclairés du Liban tentent avec opiniâtreté de faire surgir un espace civil de l'enchevêtrement communautaire aggravé par le jeu des diplomaties opposées. Presque tout le monde était là. Ceux au moins qui, par-delà les appartenances confessionnelles assumées, subies ou passées, tentaient de faire le choix de la stabilisation de la paix civile. Tel est le rôle de la libre pensée. Une citation citant un discours d'Amin Gemayel, un des leaders de la droite chrétienne qui se proclamait laïque et abolitionniste, et s'agissant de la crédibilité des discours, un avocat disait « Le problème, c'est que ce n'est pas le propre de la seule droite chrétienne, mais de la gauche aussi. Elle excelle dans le discours de la lutte pour un État et une nation démocratique et laïque en temps normal, pour se contenter en temps de crise de parler de la suppression du communautarisme politique, ce qui effraie à juste titre ceux qui croient que cette suppression se fera en faveur d'une nouvelle communauté dominante. C'était la hantise de notre regretté Marc Blondel, voir la société se diviser entre travailleurs catholiques, travailleurs chiites, travailleurs sunnites, travailleurs évangélistes, etc., et les patrons à l'avenant. Alors, quand j'entends que l'école est en première ligne, quand j'entends énoncer des mesures qui ne peuvent être regardées qu'avec la plus grande suspicion, je me dis, diable, en quel temps sommes-nous ? Mais vous êtes là, nous sommes là, et si les Libanais arrivent à être optimistes, pourquoi ne le serions-nous pas ? Appuyés sur le corpus philosophique et législatif que nous défendons. À l'école de la ligne de front, la libre pensée préfère depuis toujours l'école de Condorcet, tenue autant que faire se peut à l'écart des conflits de la société, parce qu'il y a besoin de la sérénité pour apprendre, entre autres, que la liberté est universelle et que l'humanité est une.
Une des conditions pour que le discours scolaire soit crédible, c'est que personne ne craigne qu'au nom de la guerre contre le terrorisme, on réinstaure ce que la loi du 9 décembre 1905 avait abrogé, une communauté dominante. Cela nécessite l'abrogation de toutes les lois anti-laïques et au premier chef de la loi Debré qui confie une partie du service public à une communauté particulière. Je vous remercie.